Avez-vous déjà eu ce sentiment de vivre dans un mensonge? Cette petite démangeaison au fond de l'âme qui vous dit que quelque chose ne va pas, mais vous continuez parce que vous avez peur de découvrir ce qui se cache derrière le rideau? J'ai vécu ainsi pendant 12 longues années, jusqu'au jour où j'ai répondu à un appel téléphonique qui a tout changé. Bonjour mes chers, je m'appelle Jeanne Dubois, j'ai 77 ans aujourd'hui, née et élevée à Carcassonne, dans le sud de la France. Avant de continuer mon histoire, j'aimerais vous demander d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. C'est toujours une joie de savoir que mes paroles atteignent tant d'endroits différents. Bien, revenons à 1968. J'avais 20 ans quand j'ai épousé Olivier. Ah, quelle jeune fille rêveuse j'étais. Je viens d'une famille modeste. Mon père vendait des fruits au marché et ma mère cousait pour les autres. J'ai étudié jusqu'au certificat d'études primaires, comme c'était courant pour les filles de mon époque. En ce temps-là, le rêve de toute jeune fille était de trouver un bon mari, de fonder une famille, d'avoir une maison à soi. Olivier est apparu dans ma vie comme un cadeau du ciel. Du moins, c'est ce que je pensais. Il avait 28 ans et possédait une petite épicerie prospère au centre-ville. Il avait des manières gentilles, parlait bien, me traitait comme une princesse pendant nos fiançailles. Chaque dimanche, il venait déjeuner chez nous, apportait toujours une petite douceur pour ma mère, discutait politique avec mon père. Il a conquis toute ma famille. Nous nous sommes mariés à l'église principale avec une robe blanche que ma mère a cousue pendant 3 mois. La fête était simple, mais ce fut le jour le plus heureux de ma vie jusqu'alors. Olivier avait acheté une petite maison de 3 chambres dans la partie la plus récente de la ville. Elle n'était pas luxueuse, mais pour moi, qui partageais une petite chambre avec 2 sœurs, elle ressemblait à un palais. Les premières années furent comme un rêve. Je prenais soin de la maison avec amour, je tenais à ce que tout soit impeccable quand il rentrait du travail. Je cuisinais ses plats préférés, je gardais ses chemises toujours bien repassées. Il m'apportait parfois de petits cadeaux, un flacon de parfum, un mouchoir brodé, des petites choses qui me faisaient me sentir spéciale. L'épicerie marchait bien. Le bon Dieu était le nom pompeux qu'il lui avait donné. Il vendait un peu de tout, du riz, des haricots, de la farine, mais il avait aussi un petit rayon de produits importés qui attirait la clientèle plus aisée. J'y allais parfois pour aider à la caisse ou arranger les rayons, mais Olivier disait toujours « Ma femme n'a pas besoin de travailler à l'extérieur. Ta place est à prendre soin de notre foyer. » À l'époque, cela sonnait comme de l'attention, comme de la protection. Aujourd'hui, je sais que c'était le premier signe du contrôle qu'il établissait sur moi, goutte à goutte, comme une pluie fine qu'on perçoit à peine jusqu'à être trempée. Dans notre 7e année de mariage, quelque chose a changé notre routine. Olivier a fait installer un téléphone à la maison. Imaginez, en 1968, avoir un téléphone était presque un luxe. Peu de maisons dans le voisinage en avaient. Je me souviens du jour où l'homme de la compagnie téléphonique est venu installer un appareil noir, lourd, posé sur une petite table dans le couloir entre le salon et la cuisine. « C'est pour les affaires », expliqua Olivier. Ainsi, les fournisseurs peuvent me contacter à la maison quand ils ont besoin de faire des livraisons urgentes ou quand une opportunité de bon prix se présente. J'étais toute fière. Un téléphone à la maison. Je pensais pouvoir appeler mes sœurs, ma mère qui habitait de l'autre côté de la ville. Mais le jour même, Olivier établit les règles. « Jeanne, dit-il avec cette voix calme qui n'admettait pas la contestation, ce téléphone est uniquement pour les affaires de l'épicerie. Je ne veux pas de facture élevée à la fin du mois. Et plus important, quand il sonne et que je ne suis pas là, tu ne réponds pas. Laisse-le sonner. Si c'est important, ils rappelleront plus tard. » Je trouvais cela étrange, je l'avoue. Mais qui étais-je pour questionner? Il était l'homme de la maison, le soutien de famille. S'il disait que le téléphone était pour les affaires, alors c'était pour les affaires. De plus, je savais à peine comment utiliser cet engin. La première fois que j'ai essayé, j'étais si nerveuse en parlant avec la standardiste qu'Olivier s'est moqué de moi pendant 1 semaine. Ainsi, le téléphone est devenu un objet presque sacré dans notre maison. On pouvait le voir, mais pas y toucher. J'enlevais la poussière tous les jours, mais c'était tout. Quand il sonnait en l'absence d'Olivier, je le regardais comme on regarde un serpent prêt à attaquer. Je le laissais sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête, comptant parfois les sonneries, comme on compte les battements anxieux du cœur.
Avec le temps, j'ai commencé à remarquer un schéma. Le téléphone sonnait davantage le soir, après 20 heures, quand les magasins étaient déjà fermés. Quel fournisseur appellerait à cette heure? Et plus curieux encore, Olivier a commencé à tenir à répondre toujours à la première ou deuxième sonnerie, comme s'il attendait l'appel. Quand il répondait, sa voix changeait, devenait plus basse, plus contenue. Parfois il disait juste oui, non, des phrases courtes, puis il raccrochait. C'est à peu près à cette époque que j'ai remarqué les premiers changements chez Olivier. Il a commencé à rentrer plus tard, disant qu'il devait faire la fermeture de la caisse, vérifier le stock, attendre des livraisons en retard. Il a commencé à sortir certains soirs, prétextant des réunions avec d'autres commerçants de la région. Quand je demandais des détails, il répondait avec impatience « Ce sont des affaires d'hommes, Jeanne. Tu ne comprendrais pas. » Je ne questionnais pas. C'était ainsi que les épouses devaient se comporter à cette époque, faire confiance, soutenir, ne pas créer de problèmes. Ma mère disait toujours « L'homme a ses affaires, la femme les siennes, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. » Et je suivais ce conseil à la lettre. Mais il y avait plus. Olivier, qui avait toujours été prudent avec l'argent, est devenu encore plus contrôlant avec les finances de la maison. Avant, il me donnait une somme au début du mois pour les achats et les dépenses, et je la gérais comme je le jugeais bon. Soudain, il s'est mis à demander des comptes détaillés de chaque centime dépensé. Il questionnait si nous avions vraiment besoin de plus de savon, d'un nouveau torchon, de viande pour le dimanche. « Les temps sont difficiles, Jeanne. L'économie ne va pas bien. Nous devons nous serrer la ceinture, justifiait-il. Je le croyais, bien sûr. Le président était de Gaulle. On vivait le plein mai 68. Chaque jour, la radio annonçait de nouvelles mesures économiques, de nouveaux problèmes. Qui étais-je pour douter que les affaires puissent souffrir? Mais l'épicerie continuait d'être pleine de clients chaque fois que j'y allais. Et Olivier continuait d'apporter de nouveaux produits, d'agrandir les rayons. S'il y avait crise, elle ne semblait pas affecter l'épicerie Le Bon Dieu. C'est alors que j'ai remarqué d'autres changements subtils. Les étagères de l'épicerie, qui avaient toujours été abondantes, ont commencé à avoir des espaces vides. Problème d'approvisionnement, expliquait Olivier. Il a commencé à perdre du poids, à avoir de profondes cernes, comme quelqu'un qui ne dort pas bien depuis des semaines. Plusieurs fois, je l'ai surpris éveillé en pleine nuit, assis à la table de la cuisine, faisant des comptes dans des carnets qu'il fermait rapidement quand j'apparaissais. « Je ne fais qu'organiser les comptes du magasin », disait-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Retourne te coucher, Jeanne. » Et je retournais me coucher avec un poids grandissant dans la poitrine, une inquiétude que je ne savais nommer. Je priais doucement, demandant à Dieu d'éloigner cette mauvaise sensation qui grandissait en moi. Le téléphone, pendant ce temps, sonnait de plus en plus. Parfois, tôt le matin, avant même qu'Olivier ne parte à l'épicerie, parfois tard le soir, quand nous étions déjà couchés. Il courait toujours pour répondre, comme si sa vie en dépendait. Une fois, le téléphone a sonné à 23 heures. Olivier était sorti pour l'une de ces mystérieuses réunions d'affaires. Je suis resté à regarder l'appareil, comptant les sonneries. 1, 2, 3, jusqu'à 15. Il s'est arrêté pour recommencer 2 minutes plus tard. J'ai presque eu le courage de répondre, mais la peur a été plus forte. Peur de désobéir. Peur de découvrir quelque chose que je ne devrais pas. Quand Olivier est arrivé, 2 heures plus tard, j'ai mentionné les appels téléphoniques. Ils ont appelé plusieurs fois très tard. Cela semblait urgent. Il a pâli. « Qui était-ce ? Tu as répondu ? » ?»« Non, tu as dit de ne jamais répondre. » Le soulagement sur son visage était si visible qu'il m'a effrayé. « Tu as bien fait, » dit-il, passant la main dans ses cheveux déjà clairsemés. C'était probablement une erreur ou un ivrogne composant des numéros au hasard. Mais le lendemain, j'ai trouvé Olivier chuchotant au téléphone tôt le matin. « Je vous ai déjà dit que je vais résoudre ça. Donnez-moi plus de temps, juste 2 semaines de plus. » Quelque chose n'allait vraiment pas. Je le savais au fond de mon cœur, mais je n'avais aucune idée de quoi. La goutte d'eau est venue un dimanche de 1969. Nous étions mariés depuis 12 ans déjà. C'était mai. Je m'en souviens bien car j'avais fait un gâteau spécial pour célébrer l'anniversaire d'Olivier qui fêtait ses 40 ans. Mais il a à peine touché au gâteau. Il a dit qu'il devait rendre visite à un cousin à Limoux, une ville voisine, pour régler une affaire de famille.
Je reviendrai avant la nuit, promit-il, embrassant mon front comme il le faisait toujours en partant. J'ai passé la journée seule, comme tant d'autres dimanches. J'ai lavé des vêtements, préparé le déjeuner du lundi, nettoyé la maison. En milieu d'après-midi, le téléphone a commencé à sonner. Comme toujours, je l'ai laissé sonner. Il a sonné à nouveau 5 minutes plus tard, puis encore. Et encore. À la 6e ou 7e tentative, quelque chose en moi a craqué. C'était comme si une voix intérieure criait « Réponds à ce téléphone, Jeanne, c'est ta vie qui est en jeu. » Le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir par ma bouche, je me suis dirigée vers l'appareil. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le combiné en le prenant. « Allô ?» Ma voix est sortie fine, presque un murmure. De l'autre côté de la ligne, un silence momentané, suivi d'une voix masculine rauque, impatiente. Enfin quelqu'un répond dans cette maison. « Écoutez, madame, je ne sais pas qui vous êtes, mais dites à votre Olivier que le délai est écoulé. Soit il commence à payer ce qu'il doit d'ici la fin de la semaine, soit nous prendrons la maison et l'épicerie. Il sait à qui il a affaire. » À ce moment-là, j'ai senti comme si le sol disparaissait sous mes pieds. J'ai à peine pu répondre. Il n'est pas là. Il est sorti. Il ne revient que ce soir. La voix de l'autre côté est devenue encore plus irritée. C'est toujours la même histoire. Il n'est pas là. Il est sorti. Il revient plus tard. Écoutez, madame, je vais être claire. Votre mari doit beaucoup trop d'argent à des gens avec qui on ne plaisante pas. Ça fait presque 2 ans qu'il emprunte pour payer ses dettes de jeu et ne paie les intérêts que quand on le presse. La patience est épuisée. Je fut tout ce que je pus balbutier. L'homme a laissé échapper un rire sec. Vous ne saviez pas? Votre mari est un habitué des casinos clandestins de Marseille. Chaque semaine, il est là-bas, pensant qu'il va récupérer ce qu'il a perdu la semaine précédente. Typique d'un accro. Il a commencé par devoir des miettes. Maintenant, il doit plus que ce que vaut cette épicerie minable. Mon monde s'est effondré à cet instant. J'ai remercié d'une voix tremblante, dit que je transmettrais le message et raccroché. Je me suis assise par terre, là même dans le couloir, incapable de bouger, de penser clairement. Jeux, dettes, années de mensonges, le contrôle de l'argent, les sorties nocturnes, le téléphone interdit, tout prenait sens maintenant. Un sens terrible qui me remplissait d'effroi. Quand j'ai pu me lever, je suis allée directement dans notre chambre. J'ai tout fouillé, tiroirs, armoires, même la doublure de l'armoire, où Olivier gardait sa boîte de documents. Et là se trouvaient des carnets et encore des carnets de notes, des reçus froissés, des billets avec des menaces à peine voilées, des papiers avec des noms et des sommes astronomiques. Dans l'un des papiers, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé l'âme complètement. Une reconnaissance de dette où Olivier avait donné en garantie la petite maison dont j'avais hérité de mes parents à leur décès 3 ans auparavant. La seule chose qui était vraiment à moi, le seul bien que je possédais avant le mariage et qu'il avait mis en garantie sans jamais me consulter, sans même me le dire. Assise là parmi ces papiers qui témoignaient d'années de mensonges, j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré auparavant. J'ai pleuré pour la jeune fille naïve que j'étais, pour la confiance trahie, pour l'avenir incertain qui nous attendait maintenant. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes et alors quelque chose a changé en moi. C'était comme si un interrupteur s'était allumé. J'ai essuyé mes larmes, j'ai soigneusement organisé tous les papiers, j'ai tout remis à sa place dans la cachette et j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais faire ensuite. Olivier est revenu quand il commençait déjà à faire nuit, comme il l'avait promis. Il semblait abattu, fatigué. Je lui ai donné un baiser sur la joue. J'ai servi le dîner comme n'importe quel autre dimanche. Je l'ai observé manger en silence, étudiant chaque expression, chaque geste. Comment ai-je pu être si aveugle pendant si longtemps? Quelqu'un a appelé? A-t-il demandé négligemment, comme il le faisait tous les soirs? J'ai respiré profondément. C'était le moment de vérité. Oui, Olivier, quelqu'un a appelé, et cette fois, j'ai répondu. Vous auriez dû voir sa tête à ce moment-là. C'était comme si Olivier avait vu un fantôme. Sa fourchette est tombée de sa main et a heurté l'assiette avec un bruit qui semblait résonner dans toute la maison. Tu as répondu au téléphone? Sa voix est sortie étranglée.
presque un murmure. À ce moment-là, mes chers, j'ai senti une force que je n'avais jamais sentie auparavant. C'était comme si toutes les saintes du ciel me donnaient du courage. J'ai gardé ma voix ferme, regardant directement dans ses yeux. Oui, Olivier, et ce n'était pas n'importe qui. C'était un homme très en colère parlant de dettes de jeu, de grosses dettes qui pourraient à nous coûter tout. D'abord, il a essayé de nier, bien sûr. Les hommes comme Olivier essaient toujours. Il a dit que c'était une erreur, que j'avais dû mal comprendre, que c'était un fournisseur confus. Mais je n'étais plus cette Jeanne naïve qui acceptait n'importe quelle explication avec un sourire. Assez de mensonges, ai-je dit, me levant de table. J'ai tout trouvé, les carnets, les reçus, les reconnaissances de dettes. Je sais que tu fréquentes les casinos à Marseille. Je sais que tu dois une fortune à des usuriers. Et je sais, Olivier, que tu as mis la maison de mes parents en garantie, sans jamais me dire un mot. C'était comme si toute sa posture s'effondrait soudain. Ses épaules sont tombées, sa tête s'est baissée. Pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu Olivier pleurer. Ce n'étaient pas des larmes discrètes, c'étaient les sanglots d'un homme vaincu. Entre les larmes est venue la confession. Tout a commencé en 1967, quand l'économie allait mal à cause de la situation politique du pays. L'épicerie a souffert de quelques mauvais mois et il s'est inquiété de ne pas pouvoir maintenir notre niveau de vie. Un ami commerçant l'a emmené dans un casino clandestin à Marseille, promettant qu'il pourrait récupérer rapidement les pertes. « J'ai gagné la première nuit », raconta-t-il, essuyant son visage avec la manche de sa chemise. « J'ai gagné plus d'argent en une nuit que l'épicerie n'en faisait en un mois. J'ai pensé que j'avais trouvé la solution à tous nos problèmes. Mais comme toujours avec le jeu, mes chers, la chance est partie aussi vite qu'elle était venue. Il est revenu pour récupérer ce qu'il avait perdu. Il a perdu davantage, est revenu encore. Et ainsi a commencé le cycle terrible qui détruit tant de familles. Au début, il utilisait seulement l'argent de l'épicerie. Puis il a commencé à prendre de petits prêts auprès d'autres commerçants. Quand ceux-ci ne suffisaient plus, il a eu recours à des usuriers, des hommes dangereux qui prêtèrent de l'argent à des taux exorbitants et n'hésitaient pas à utiliser des méthodes violentes pour récupérer leurs dus. Les dettes ont grandi. Les intérêts se sont accumulés. Chaque fois qu'il payait une partie, le montant principal semblait augmenter au lieu de diminuer. C'était comme essayer de vider la mer avec un seau percé. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» ai-je demandé, sentant un mélange de colère et de pitié. Nous aurions pu affronter cela ensemble dès le début. « J'avais honte, » a-t-il répondu, paraissant soudain beaucoup plus petit, beaucoup plus vieux que ses 40 ans. Tu m'as toujours tant admiré. Tu m'as toujours vu comme un homme qui réussit, un bon soutien de famille. Je ne voulais pas que tu saches l'échec que j'étais devenu. J'ai passé toute la nuit éveillée, mes chers, réfléchissant à ce que je devais faire. Une partie de moi voulait prendre mes affaires et retourner dans la maison de mes parents, cette même maison qui était maintenant en danger à cause des dettes de jeu. Une autre partie se rappelait les vœux que j'avais faits devant l'autel, dans la joie et dans la peine. N'était-ce pas le moment de la peine? Au matin, j'ai pris ma décision. J'ai appelé Olivier à la table de la cuisine et j'ai placé devant lui tous les carnets et papiers que j'avais trouvés. « Nous allons résoudre cela ensemble », ai-je dit. Mais j'ai des conditions. Premièrement, il devrait arrêter complètement le jeu. Pas de « juste une fois de plus », pas de « juste pour récupérer ». Arrêt total. Deuxièmement, il devrait chercher de l'aide. À cette époque, il n'existait pas de groupe comme les joueurs anonymes. Mais le curé de notre paroisse avait de l'expérience pour conseiller les hommes avec des dépendances similaires. Troisièmement, et peut-être le plus important, à partir de ce moment, toutes les décisions financières seraient reprises par nous deux. Pas un centime n'entrerait ou ne sortirait sans que je le sache. « Et si je ne suis pas d'accord ?» a-t-il demandé dans un dernier éclair de l'orgueil masculin qui dominait cette époque. « Alors, je serai dans le bus pour la maison de ma sœur demain matin, » ai-je répondu avec un calme que je ne savais même pas posséder. « Et tu expliqueras à tes créanciers pourquoi ta femme a quitté le navire. » Il a accepté tout. Que pouvait-il faire d'autre? Nous étions au bord du gouffre et il le savait mieux que quiconque. Cet après-midi même, j'ai fait un inventaire complet de notre situation. Les nouvelles étaient encore pires que ce que j'imaginais.
La dette totale était presque 10 fois ce que l'épicerie rapportait en un an. La maison où nous habitions était déjà engagée auprès d'un des créanciers. L'épicerie avait plus de produits sur les étagères que dans la réserve. Olivier avait commencé à vendre à crédit à de nombreux clients, dans l'espoir de faire rapidement de la trésorerie. En regardant ces chiffres effrayants, une personne ordinaire aurait abandonné. Mais vous savez, mes chers, que Jeanne n'a jamais été une personne ordinaire. J'ai pris mes maigres économies, un petit bas de laine que je gardais caché au fond d'une boîte à biscuits, comme ma mère me l'avait appris. Ce n'était pas beaucoup, mais cela suffirait pour acheter des ingrédients. Depuis petite, j'avais un talent pour la cuisine, surtout pour les pâtisseries. Mes macarons, mes madeleines et mes confitures faisaient toujours sensation aux fêtes de l'église. Le lendemain matin, j'ai transformé la véranda de notre maison en un petit stand de pâtisserie. J'ai mis une belle nappe, j'ai arrangé les gâteaux dans des petits moules colorés. J'ai fait une pancarte simple. Les douceurs de Jeanne, faites avec amour. Les voisins ont été les premiers clients, plus par curiosité qu'autre chose. Mais bientôt la nouvelle s'est répandue. « Il faut que tu goûtes les pâtisseries de Jeanne », se disaient-ils les uns aux autres. À la fin de la première journée, j'avais tout vendu et reçu des commandes pour le lendemain. Pendant ce temps, Olivier respectait sa part de l'accord. Il a commencé à consulter l'abbé Jean 2 fois par semaine. Les premiers mois ont été difficiles. Il avait des rechutes, devenait irritable, parfois disparaissait pendant des heures, me laissant paniquer, mais il revenait toujours, généralement honteux, promettant que ce serait la dernière fois. Peu à peu, nous avons régularisé la situation de l'épicerie. Olivier a parlé avec les créanciers, expliquant notre situation, demandant des délais plus longs pour le paiement. Certains ont compris, d'autres ont menacé, mais tous ont fini par accepter quand ils ont vu que nous étions vraiment disposés à payer chaque centime. Nous avions juste besoin de temps. Mon petit stand de pâtisserie a rapidement grandi. Bientôt, j'ai eu besoin d'aide et j'ai engagé Thérèse, une fille du voisinage, pour m'aider avec les livraisons. Puis Marlène est venue aider à la cuisine. Nous travaillions du lever au coucher du soleil. Je me levais à 4 heures du matin pour commencer à faire les pâtisseries. Je travaillais jusqu'à midi, me reposais un peu, puis j'allais aider Olivier à l'épicerie jusqu'au soir. Ce furent des années très dures, mes chers. Je ne vais pas vous mentir. Il y a eu des jours où j'ai pensé que nous n'y arriverions pas, des jours où la fatigue était telle que je pleurais en remuant le sirop. Des jours où les créanciers apparaissaient à l'épicerie faisant des menaces et je tremblais de peur de ce qui pourrait arriver. Des jours où Olivier rechutait et perdait une partie de l'argent que nous avions amassé avec tant de sacrifices. Mais il y avait aussi de petites joies. La première fois que nous avons réussi à payer intégralement l'une des dettes mineures, la satisfaction de voir mes pâtisseries être louées par des personnes d'autres villes. La fierté dans les yeux d'Olivier quand il réussissait à compléter 1 mois de plus sans succomber à l'addiction. 3 ans se sont écoulés ainsi. Lentement, avec beaucoup d'efforts, nous avons commencé à voir une lumière au bout du tunnel. Les dettes restaient importantes, mais maintenant, elles semblaient gérables. L'épicerie se remettait. Mes pâtisseries avaient une clientèle fidèle et je commençais à rêver d'une boutique bien à moi un jour. Olivier aussi semblait un autre homme. L'addiction ne disparaît jamais complètement, disait-il, mais il avait appris à la contrôler, à reconnaître les déclencheurs, à chercher de l'aide quand la tentation devenait trop forte. Il était redevenu cet homme attentif du début de notre mariage, apportant de petits cadeaux, aidant davantage à la maison, écoutant mes idées pour l'entreprise avec un intérêt sincère. Ce mars 1972 semblait enfin nous apporter le calme après la tempête. Nous venions de conclure un accord pour régler l'une des plus grosses dettes, celle qui menaçait la maison de mes parents. Nous avons célébré avec une bouteille de vin, un luxe rare pour nous en ces temps. « Nous allons y arriver, Jeanne, » dit Olivier, tenant ma main sur la table. « Grâce à toi, nous allons reconstruire notre vie. » C'était exactement 1 semaine après cette conversation que le téléphone a sonné à nouveau, changeant une fois de plus le cours de ma vie. C'était mardi, il pleuvait beaucoup. Olivier était sorti pour faire des livraisons. L'épicerie offrait maintenant ce service aux clients spéciaux, une idée à moi pour augmenter les ventes. J'étais dans la cuisine en train de tester une nouvelle recette de gâteau à l'orange qu'une cliente avait demandé pour l'anniversaire de sa fille.
Le téléphone a sonné à 15h30. J'ai répondu sans y penser à 2 fois. Après tout, le vieux tabou de ne pas répondre au téléphone avait été brisé depuis longtemps. Maintenant, je répondais même aux appels pour l'épicerie quand Olivier était occupé. « Allô, résidence de la famille Dubois », ai-je répondu, m'essuyant les mains sur mon tablier. « Allô, s'il vous plaît, Olivier est-il là? J'ai besoin de confirmer notre rendez-vous de ce soir. » C'était une voix féminine, jeune, avec un léger accent que je n'arrivais pas à identifier. Quelque chose dans son ton m'a immédiatement mise en alerte, comme un animal qui sent le danger. « Il est sorti pour faire des livraisons », ai-je répondu, gardant la voix neutre. « Qui le demande ?» Il y a eu une pause de l'autre côté de la ligne. « Êtes-vous sa femme ?»« Oui, je suis Jeanne, l'épouse d'Olivier. Et vous êtes ?» Un autre silence plus long, puis un soupir. « Je m'appelle Delphine. Je ne savais pas qu'il était marié. » J'ai senti comme si quelqu'un avait jeté un seau d'eau glacée sur moi. Ma main a serré le combiné avec tant de force que les jointures des doigts sont devenues blanches. « Comment ça? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. » Elle semblait confuse. Il n'a jamais mentionné une épouse. Il a toujours dit qu'il vivait seul, que la maison était à lui seul. Nous nous voyons depuis plus d'1 an. Le monde semblait tourner autour de moi. J'ai dû m'appuyer sur la table pour ne pas tomber. 1 an. Plus d'1 an. Pendant que je me levais à l'aube pour faire des pâtisseries, pendant que je suais pour aider à payer ses dettes, pendant que je croyais que nous reconstruisions notre vie ensemble, il avait une liaison. « Vous dites que vous avez une relation avec mon mari ?» ai-je demandé, ne voulant toujours pas y croire. Oui. Nous nous sommes rencontrés dans un bar à Marseille. Il vient me voir 2 fois par semaine. Il dit que les autres jours, il doit rester à l'épicerie jusqu'à tard. J'ai respiré profondément. Une partie de moi voulait crier, injurier, jeter le téléphone contre le mur, mais ce n'était pas ainsi que Jeanne Dubois résolvait ses problèmes. « Je comprends. Et aujourd'hui, vous avez un rendez-vous » ? « Oui, » a-t-elle répondu, semblant de plus en plus mal à l'aise. Il a dit qu'il passerait à 19h, comme toujours. « Merci de m'avoir informé, Delphine. Bon après-midi. » J'ai raccroché avec un calme que je ne ressentais pas. Je me suis assise à la table de la cuisine, regardant dans le vide, essayant de comprendre ce que je venais de découvrir. 3 ans de sacrifice. 3 ans à me lever avant le lever du soleil. 3 ans à supporter sa mauvaise humeur les jours difficiles, à célébrer chaque petite victoire contre l'addiction, à croire que nous étions ensemble dans cette lutte. Et pendant ce temps, pendant au moins 1 an de ce temps, il avait une autre femme. Les larmes sont venues, inévitables. J'ai pleuré doucement pour que les voisines n'entendent pas, pour que personne ne sache mon humiliation. J'ai pleuré pour Jeanne, qui une fois de plus avait été trompée, qui une fois de plus avait cru aux belles paroles d'Olivier, mais quand les larmes ont séché, est venue la résolution. Non, je ne serai pas prise pour une idiote une seconde fois. Je ne redeviendrai pas cette épouse soumise qui accepte n'importe quoi pour sauver les apparences, pour ne pas être la risée de la ville. J'ai essuyé mon visage, je suis retournée à la cuisine et j'ai terminé de faire le gâteau à l'orange. Puis, j'ai nettoyé toute la maison, comme je le faisais tous les mardis. J'ai lavé, repassé et plié les chemises d'Olivier. J'ai mis la plus belle sur le lit, celle bleu marine qu'il portait pour les occasions spéciales. À côté de la chemise, j'ai posé un billet. Pour que tu puisses la porter à ton rendez-vous ce soir. Tout est arrangé avec Delphine. Amusez-vous bien. Puis j'ai commencé à préparer mes valises. Je n'ai pas pris beaucoup. Quelques vêtements, des photos de ma famille, l'album de notre mariage, ironique, n'est-ce pas? Et mon cahier de recettes. Le reste pouvait rester derrière avec les 12 années que j'avais consacrées à ce mariage. À 18h, Olivier est revenu des livraisons. Il a trouvé les valises prêtes dans le salon et le billet sur le lit. Son visage, quand il m'a vue assise calmement sur la véranda, était l'image même du désespoir. « Jeanne, je peux t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Comme ils disent de toujours, n'est-ce pas, mes chers ? » « Il n'y a rien à expliquer, Olivier. » ai-je répondu sans élever la voix. J'ai eu ma part de mensonges pour toute une vie. C'était une faiblesse, a-t-il supplié, s'agenouillant devant moi. C'est fini. J'ai rompu avec elle quand tu as découvert les dettes. J'ai réalisé que je ne pouvais pas te perdre, que tu étais la seule personne qui se souciait vraiment de moi.
Un rire sans humour s'est échappé de mes lèvres. Rompu? Alors pourquoi vient-elle d'appeler, confirmant votre rendez-vous pour ce soir? Il est resté muet, vaincu par son propre mensonge. Écoute bien, Olivier, ai-je dit, me levant de la chaise. Une fois trompé, je peux pardonner. 2 fois, c'est un modèle. Je ne serai pas trompé une 3e fois. J'ai pris mes valises, j'ai appelé un taxi, un autre luxe rare en ces temps, et je suis parti pour la maison que j'avais héritée de mes parents. Par chance, la reconnaissance de dette qu'Olivier avait signée mettant la maison en garantie n'avait pas encore été exécutée. C'était le seul endroit où je pouvais aller. Quand le taxi s'est éloigné, j'ai regardé en arrière et j'ai vu Olivier debout à la porte, semblant plus petit et plus fragile que jamais. Pendant un bref moment, j'ai eu pitié. Mais je me suis vite rappelé que la pitié n'était pas une base pour un mariage. Le respect en était une, la confiance en était une, et il avait détruit les deux. À 32 ans, je me suis retrouvée seule, avec des dettes qui n'étaient pas les miennes et un cœur brisé, mais je me suis aussi vue maîtresse de mon destin pour la première fois de ma vie. Et cette Jeanne, mes chers, cette Jeanne commençait tout juste à découvrir sa force. Vous connaissez ce dicton qui dit « Dieu ferme une porte et ouvre une fenêtre ?» Dans ma vie, ce n'était pas tout à fait comme ça. Dieu a fermé une porte et m'a laissé dans le couloir sombre pendant un petit moment, attendant que je trouve moi-même le courage d'ouvrir la suivante. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Cette petite maison dont j'avais hérité de mes parents semblait si différente maintenant. Quand ils étaient vivants, c'était un foyer plein de rires, d'odeurs de bonne cuisine, de conversations sur la terrasse lors des chaudes nuits d'été. Après leur départ et mon mariage avec Olivier, c'était devenu juste un bien immobilier, une propriété, et maintenant c'était mon seul refuge. La maison était abandonnée depuis quelques années, avec seulement un nettoyage occasionnel que je faisais tous les mois ou 2. Il y avait de la poussière partout, des toiles d'araignées dans les coins, la cour envahie par les mauvaises herbes, mais elle avait un toit, des murs solides, et le plus important, elle était à mon nom. J'ai passé la première nuit à pleurer. Je ne vais pas vous mentir. J'ai pleuré pour le temps perdu, pour l'amour gaspillé, pour l'humiliation. Mais le matin, quand les premiers rayons de soleil sont entrés par la fenêtre, j'ai séché mes larmes et j'ai commencé à nettoyer. Je n'avais pas le temps de me lamenter. J'avais toute une vie à reconstruire. En 3 jours, j'ai transformé cette maison poussiéreuse en un foyer à nouveau. J'ai nettoyé chaque coin, arrangé le peu de meubles qui restaient, improvisé des rideaux avec de vieux tissus que j'avais trouvés rangés. Le 4e jour, j'ai transformé la cuisine en ma nouvelle fabrique de pâtisserie. Je n'avais pas les équipements de la maison que je partageais avec Olivier. Je n'avais pas d'argent pour en acheter de nouveaux. Mais j'avais mes mains, mes recettes gardées en mémoire et une détermination farouche à ne plus jamais dépendre d'un homme pour survivre. Le premier défi était d'obtenir des ingrédients. J'ai utilisé le peu d'argent que j'avais pour acheter du sucre, des fruits, de la farine. J'ai commencé avec des recettes simples qui exigeaient peu d'ingrédients, des macarons, des madeleines, des petits gâteaux. J'ai fait une pancarte simple, les douceurs de Jeanne, maintenant à une nouvelle adresse. Au début, ce fut difficile. Les gens de la ville connaissaient déjà mes pâtisseries, mais la nouvelle de la séparation s'est répandue comme une traînée de poudre. En 1972, une femme séparée était vue d'un autre œil. Beaucoup de dames, qui avant louaient mes pâtisseries, feignaient maintenant de ne pas me voir dans la rue. Certaines ont même cessé d'acheter, disant qu'elles ne soutenaient pas une femme qui abandonnait son mari. Si elles avaient su la vérité, mais je n'allais pas me justifier, m'expliquer. Ma grand-mère disait toujours « Qui donne trop d'explications cherche l'approbation ». Et je n'avais besoin de l'approbation de personne, seulement de la mienne. Heureusement, tous ne pensaient pas ainsi. Madame Camille, une veuve qui habitait 2 rues plus bas, fut l'une des premières à me chercher. « Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Olivier, et ce n'est pas mon affaire, » dit-elle. « Je sais seulement que tes pâtisseries sont les meilleures de la région, et je veux commander pour l'anniversaire de ma petite fille. » C'était une petite commande, juste quelques macarons et petits gâteaux, mais cela signifiait tant pour moi, pas seulement pour l'argent, mais pour la confiance, pour le respect. J'ai fait les choses avec plus de soin que jamais pour cette commande. Je voulais qu'elle soit parfaite. Le lendemain, Madame Camille est revenue. « Jeanne,
Je n'ai jamais mangé de si bons macarons. Tout le monde à l'anniversaire voulait savoir qui les avait faits. J'ai déjà 3 voisines qui veulent commander pour leur propre fête. C'est ainsi que j'ai commencé, de bouche à oreille, d'une petite commande à une autre, un peu plus grande. Le premier mois, j'ai à peine pu payer les factures. Le deuxième, j'ai déjà pu mettre quelques sous de côté. Le troisième, j'avais déjà besoin d'aide pour faire face à toutes les commandes. J'ai embauché Nathalie, une jeune fille du voisinage, pour m'aider à la cuisine. Elle apprenait vite et avait de bonnes mains pour la pâtisserie. Peu après, j'ai dû appeler Joséphine pour aider aux livraisons et au nettoyage. Ma petite cuisine ne suffisait plus. En 6 mois, j'ai transformé le salon de devant en une petite boutique improvisée. J'ai mis une étagère, quelques vitrines pour montrer les pâtisseries, une petite enseigne peinte à la main, douce mémoire de la cuisine de Jeanne à votre maison. C'est à cette époque que le premier message d'Olivier est arrivé. Ce n'était pas une lettre, c'était un billet apporté par le livreur de l'épicerie. « Jeanne, nous devons parler. L'épicerie ne va pas bien sans toi. Je ne vais pas bien sans toi. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. » Je n'ai pas répondu. Pourquoi faire? Il n'y avait rien à dire. 2 semaines plus tard, il est apparu en personne. Il était plus maigre, avec de profondes cernes. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois. J'ai presque eu pitié. Presque. « Jeanne, s'il te plaît, j'ai fait une erreur. Je sais que j'ai beaucoup fait d'erreurs, mais je paie pour mes erreurs tous les jours. L'épicerie coule. Les créanciers sont plus agressifs. Je n'arrive pas à tout gérer seul. » C'était tout sur lui, avez-vous remarqué? Sur ses problèmes, ses difficultés. Pas un mot sur mes sentiments, sur la façon dont il avait brisé mon cœur, trahi ma confiance quand j'avais le plus besoin de lui. « Je suis désolée, Olivier, » ai-je répondu avec tout le calme que j'ai pu rassembler. « Tes problèmes ne sont plus mes problèmes. Bonne chance. » Et j'ai fermé la porte. Il est revenu d'autres fois, toujours avec la même litanie, toujours centré sur lui-même. Lors de sa dernière visite, en octobre 1972, il était particulièrement agité. « Les créanciers vont tout prendre, Jeanne, l'épicerie, la maison, tout. Je ne sais pas quoi faire. » Je l'ai regardé, et pour la première fois, je n'ai absolument rien ressenti. Ni colère, ni chagrin, ni pitié, juste de l'indifférence. C'était libérateur. « Je te suggère de tout vendre pendant que tu en as encore la chance, de payer ce que tu dois et de recommencer ailleurs. » Ai-je répondu, et je suis retourné à ma cuisine, où une fournée de madeleines m'attendait. Ce fut la dernière fois que j'ai vu Olivier pendant de nombreuses années. J'ai appris par des connaissances qu'il avait effectivement tout vendu, payé une partie des dettes et déménagé dans une autre région. L'épicerie est devenue un magasin de tissus. La maison où nous avons vécu pendant 12 ans est devenue une pharmacie. Pendant ce temps, ma petite entreprise grandissait. En 1973, elle ne tenait plus dans la maison de mes parents. J'avais besoin d'un espace propre, avec des équipements professionnels, plus d'employés. Je suis allée à la banque demander un prêt, chose effrayante pour une femme divorcée dans les années 70. Le directeur, M. Antoine, m'a regardé par-dessus ses lunettes avec cette expression que les hommes utilisent quand ils pensent que les femmes ne comprennent rien aux affaires. « Avez-vous un garant, madame? Votre père peut-être? Ou un frère? »« Non, » ai-je répondu, gardant la posture droite. « J'ai seulement mon historique de travail, mes clientes fidèles et cette maison qui est à mon nom, libre de toute dette. » Il a hésité, feuilleté mes documents, posé plus de questions. À la fin, il a approuvé un prêt plus petit que ce que j'avais demandé, avec des intérêts plus élevés que ceux qu'ils auraient offerts à un homme, mais c'était suffisant pour commencer. J'ai loué un petit bâtiment dans la rue principale de la ville. C'était avant une cordonnerie qui avait fermé quand le propriétaire avait déménagé à Paris. J'ai tout rénové, acheté des fours industriels, des batteurs, des ustensiles. L'inauguration de la première boutique officielle des Douces Mémoires a eu lieu le 5 janvier 1974. Je garde cette date dans mon cœur comme si c'était un second anniversaire. Des clients de toute la région sont venus. Mes anciennes aides étaient maintenant des employés déclarés avec des contrats en bonne et due forme. J'ai dû embaucher 4 filles de plus pour faire face à la demande. Nous avons élargi le menu. Outre les pâtisseries traditionnelles, nous avons commencé à proposer des gâteaux pour les fêtes, des tartes,
des petits fours. Le succès a attiré l'attention. En mai de cette année, un journaliste du journal de Marseille est venu faire un reportage sur la pâtissière qui a conquis la province. La photo de la boutique est sortie en première page de la section économie avec le titre « De la cuisine familiale à l'entreprise à succès, l'histoire de Jeanne Dubois ». C'était la première fois que je me voyais comme une femme d'affaires, comme une entrepreneuse. Jusque-là, je survivais simplement, faisant ce que je savais faire pour assurer ma subsistance. Mais ce reportage m'a fait voir plus loin, rêver plus grand. En 1975, j'ai ouvert la deuxième boutique, cette fois à Marseille. C'était un pas risqué. La ville était un autre monde, avec plus de concurrence, des clients plus exigeants. Mais mes pâtisseries avaient quelque chose de spécial, quelque chose que les gens reconnaissaient à la première bouchée. Ça a un goût d'enfance, disaient beaucoup de clients. Ça a un goût de maison de grand-mère. Le secret? Il n'y avait pas de secret. Juste le respect des recettes traditionnelles, des ingrédients de qualité, du temps exact pour chaque préparation et peut-être, juste peut-être, un peu de mon histoire dans chaque pâtisserie. L'amertume transformée en sucre, la douleur transformée en art. En 1978, mon nom était déjà connu dans toute la région. Douce Mémoire était devenu synonyme de qualité, de tradition, de saveur authentique. Nous avions 4 boutiques, plus de 30 employés et une petite fabrique aux environs de Carcassonne où nous produisions à plus grande échelle pour servir toutes les unités. C'est cette année-là que j'ai reçu un appel inattendu. C'était Delphine. Oui, cette même Delphine, la femme qui, sans le vouloir, m'avait révélé la trahison d'Olivier. Madame Jeanne, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Comment pourrais-je oublier? Cette voix avait changé le cours de ma vie. Je me souviens, oui, Delphine. Que puis-je faire pour vous? Elle était dans une situation difficile. Après le départ d'Olivier, elle a découvert qu'elle était enceinte de lui. Elle a élevé l'enfant seule pendant 5 ans, travaillant comme couturière. Maintenant, elle avait des difficultés financières et voulait savoir si Olivier avait laissé un contact, un moyen de le localiser pour demander de l'aide. J'ai senti une pointe au cœur, non par jalousie ou chagrin. Ces sentiments avaient été surmontés depuis longtemps, mais pour cet enfant innocent, payant pour les erreurs du père absent. Je n'ai pas de contact avec Olivier depuis des années, Delphine. Mais si tu as besoin de travail, je développe mon entreprise et j'ai besoin de personnes de confiance. Elle a hésité, clairement surprise par l'offre. Après tout, vous m'offrez du travail? Le passé est le passé. De plus, ce n'est pas toi qui as trahi ma confiance. Tu as aussi été trompé par lui. La semaine suivante, Delphine a commencé à travailler dans la boutique de Marseille. Elle était assidue, apprenait vite, et le petit Emmanuel, son fils avec Olivier, a conquis le cœur de tous avec son sourire timide et ses yeux curieux. En quelques mois, j'ai promu Delphine au poste de gérante de la boutique. En 1 an, elle est devenue mon assistante personnelle, m'aidant à gérer tout le réseau. Certaines personnes ont trouvé cela étrange, voire inapproprié. « Comment peux-tu employer la maîtresse de ton ex-mari » demandaient les langues venimeuses. Je souriais simplement et répondais « Je ne garde rancune qu'à ceux qui le méritent, et même ceux-là, je ne les garde pas longtemps. Cela prend trop de place dans le cœur. » Les années 1980 sont arrivées, apportant plus d'expansion, plus de défis, plus de réussite. Nous avons ouvert des boutiques à Lyon, Nice, Toulouse. Nos pâtisseries ont commencé à être vendues dans les supermarchés, emballées sous notre marque déposée, une silhouette de femme remuant un chaudron avec le slogan « Saveur de dépassement de soi ». En 1982, j'ai reçu une offre pour vendre l'entreprise à un groupe plus important. Ils ont offert une fortune, plus d'argent que je n'avais jamais rêvé d'avoir. J'ai refusé, sans hésiter. Douce Mémoire n'était pas seulement une entreprise pour moi, c'était mon histoire, ma libération. Ma preuve qu'il est possible de recommencer de zéro et de construire quelque chose de solide, quelque chose de vrai. À cette époque, j'ai commencé à penser à l'héritage. Je n'ai pas eu d'enfant, un autre rêve qu'Olivier a repoussé jusqu'à ce qu'il soit trop tard, mais j'avais mes employés, dont beaucoup étaient avec moi depuis le début. J'avais Emmanuel, le fils de Delphine, qui à 10 ans disait déjà qu'il voulait diriger la fabrique de pâtisserie de tante Jeanne quand il serait grand.
J'ai décidé de créer un programme de participation aux bénéfices, quelque chose de révolutionnaire pour une entreprise de cette taille à l'époque. Mes employés les plus anciennes ont reçu de petits pourcentages de l'entreprise. J'ai aussi créé un fonds d'éducation pour leurs enfants, garantissant que tous pourraient étudier, avoir des opportunités que leur mère n'avait pas eues. En 1985, nous avons eu la plus grande preuve que nous étions sur la bonne voie. Le magazine Affaires et Finances, l'un des plus importants du pays, a publié un article de couverture sur les 10 femmes d'affaires les plus réussies du Sud. J'étais là, Jeanne Dubois, ex-femme au foyer, maintenant à la tête d'un empire de pâtisserie avec un chiffre d'affaires annuel de millions. La journaliste qui m'a interviewée m'a demandé quel était le secret de mon succès. J'ai répondu avec la simplicité qui m'a toujours caractérisée. Il n'y a pas de secret. Juste du travail acharné, le respect des traditions et la conviction qu'aucune erreur n'est assez grande pour nous empêcher de recommencer. Chaque pâtisserie qui sort de mes boutiques porte un morceau de mon histoire. Une histoire de chute et de relèvement, de douleur et de dépassement. C'est peut-être ce que les gens ressentent quand ils goûtent une de nos pâtisseries. Ce n'est pas seulement du sucre et de la saveur, c'est la vie transformée en quelque chose de doux. Cette interview a changé la façon dont je voyais mon propre parcours. Pour la première fois, j'ai regardé en arrière et j'ai compris l'ampleur de ce que j'avais construit. Ce n'était pas seulement une entreprise, c'était un symbole que les femmes peuvent se relever de situations dévastatrices et construire des empires. Et tout a commencé par un appel téléphonique. Un appel auquel je n'aurais jamais dû répondre, selon les règles de mon mariage. Un appel qui a brisé mon cœur, mais a libéré mon âme. C'est drôle comme la vie fonctionne, n'est-ce pas, mes chers? Parfois, la plus grande douleur peut être le début de la plus grande joie. Parfois, la fin est juste le commencement de quelque chose de beaucoup plus grand que nous n'aurions jamais pu imaginer. Vous avez déjà entendu ce dicton. Le monde tourne. Dans ma vie, il a tellement tourné que je me sens parfois étourdi, rien qu'en m'en souvenant. Et l'une des plus grandes surprises est venue justement quand je m'y attendais le moins, au sommet de mon succès. Nous étions en 1987. Douce Mémoire était déjà un réseau avec 12 boutiques réparties dans 5 régions de France. Nous avions une fabrique principale à Carcassonne et 2 plus petites à Marseille et Lyon. Plus de 200 employés dépendaient directement de l'entreprise que j'avais commencée dans la cuisine de ma maison. Moi, qui un jour n'était que l'épouse de Monsieur Olivier de l'épicerie, j'étais maintenant connue comme Madame Jeanne, la femme d'affaires, la pionnière, la femme qui avait construit un empire de pâtisserie de ses propres mains. Cette année-là, nous préparions quelque chose de spécial, l'inauguration de notre première boutique à Paris. C'était un pas énorme, même effrayant. Paris était un autre monde, plus grand, plus rapide, plus exigeant. Beaucoup de gens m'ont déconseillé cette expansion. « Madame Jeanne, les Parisiens ne comprendront pas nos pâtisseries du Sud, disaient certains. Il y a trop de concurrence là-bas, des marques trop grandes, avertissaient d'autres. Mais j'ai toujours été têtue. Vous l'avez déjà remarqué, n'est-ce pas? Quand je mets quelque chose en tête, je vais jusqu'au bout. Et quelque chose me disait qu'il était temps d'amener Douce Mémoire au-delà du Sud, de montrer à la France entière que notre tradition pâtissière méritait une reconnaissance nationale. La boutique serait sur l'avenue des Champs-Élysées, l'une des plus importantes de la ville. Le loyer était très cher, l'investissement initial effrayant, mais nous avions fait nos devoirs, études de marché, adaptation du menu pour plaire au palais parisien, formation spéciale pour l'équipe qui y travaillerait. 2 semaines avant l'inauguration, je suis allée à Paris pour superviser les derniers détails. Je voulais que tout soit parfait, de la décoration à la formation des employés. Delphine est venue avec moi. Après tant d'années, elle était devenue mon bras droit, ma personne de confiance. Emmanuel, déjà âgé de 15 ans, nous accompagnait également. Il était en vacances scolaires et adorait participer aux affaires de la famille, comme il l'appelait. La journée était chargée. J'ai goûté de nouvelles recettes que notre chef avait développées spécialement pour Paris. J'ai approuvé le design final de la façade. J'ai révisé des contrats avec des fournisseurs locaux. Il était déjà plus de 18 heures quand nous avons enfin pu faire une pause. Nous avons décidé de dîner dans un restaurant proche, recommandé par le gérant de l'immeuble.
L'endroit était élégant, mais confortable. Nous nous sommes assis à une table au fond. J'ai commandé un vin pour célébrer cette nouvelle conquête. Nous parlions avec animation de l'inauguration quand la voix du maître d'hôtel a attiré mon attention. « Monsieur Dubois, votre table est prête. » Dubois, le nom de famille d'Olivier. Bien sûr, ce devait être une coïncidence. Dubois n'est pas un nom de famille si rare. J'ai continué à parler, mais mes yeux cherchaient involontairement l'entrée du restaurant et il était là. Olivier Dubois, 15 ans plus âgé, avec des cheveux complètement gris. Plus corpulent que dans mon souvenir, mais incontestablement lui. Il était accompagné d'une dame d'apparence distinguée, probablement du même âge que lui, et d'un jeune homme, peut-être 20 ans. Mon cœur a fait un bond, non d'amour, non de nostalgie. Ces émotions étaient restées loin derrière depuis longtemps. C'était plus un sursaut de surprise, cette étrange sensation de voir quelqu'un que nous avons un jour connu si intimement et qui semble maintenant un étranger. « Jeanne, que se passe-t-il? Tu es pâle ?» a demandé Delphine, remarquant mon soudain changement d'expression. Avant que je puisse répondre, Olivier s'est tourné dans notre direction. Nos regards se sont croisés. J'ai vu la reconnaissance dans ses yeux, suivie de quelque chose que je ne pouvais pas identifier. De la surprise, peut-être de l'embarras, peut-être du regret. Il a murmuré quelque chose à la femme à ses côtés, puis, à ma surprise, a commencé à marcher vers notre table. « Jeanne !» Il s'est arrêté à quelques pas de distance, comme s'il n'osait pas s'approcher davantage. « Quelle surprise de te trouver ici !» 15 ans. 15 ans depuis que je l'avais vu supplier à ma porte de revenir, parlant de créanciers, de dettes, de l'épicerie qui coulait. Et maintenant, il était là, bien habillé, apparemment à l'aise financièrement, dans l'un des restaurants les plus chers de Paris. « Bonjour, Olivier », ai-je répondu, gardant ma voix ferme. « C'est vraiment une surprise. » Un silence gênant s'est installé. Delphine regardait de l'un à l'autre, confuse. Emmanuel, qui n'avait jamais entendu parler d'Olivier, j'évitais de mentionner cette partie de ma vie, semblait intrigué. « Tu as l'air en pleine forme », a-t-il finalement dit. « J'ai entendu parler de ton succès. Les douces mémoires sont partout dans le Sud, n'est-ce pas ?» J'ai acquiescé sans savoir exactement quoi dire. Une partie de moi voulait le renvoyer, lui dire que nous n'avions rien à nous dire après tant d'années, après tout ce qui s'était passé. Mais une autre partie, peut-être la partie plus âgée, plus sage, était curieuse. Comment s'était-il remis? Qu'était-il advenu de sa vie? Et qui étaient ces personnes avec lui? Comme s'il lisait dans mes pensées, Olivier s'est retourné et a fait un geste vers la femme et le jeune homme qui l'accompagnaient. Ils se sont approchés, tous deux avec des expressions poliment curieuses. « Jeanne, voici Claire, mon épouse, et voici Raphaël, notre fils. » Épouse, fils. Olivier avait reconstruit sa vie, tout comme j'avais reconstruit la mienne. Pour une raison quelconque, cela m'a apporté un étrange réconfort. J'ai salué les deux avec politesse. Claire avait un sourire aimable, des yeux intelligents. Raphaël était le portrait craché de son père dans sa jeunesse, les mêmes yeux en amande, le même menton fort. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Jeanne, » dit Claire avec une sincérité qui m'a surprise. « Olivier m'a beaucoup parlé de vous. » J'ai haussé les sourcils sans pouvoir cacher ma surprise. Olivier parlait de moi à son épouse actuelle. Qu'avait-il bien pu dire? Qu'il m'avait trompé, qu'il avait ruiné notre mariage avec des dettes de jeu et des mensonges. Seulement des bonnes choses, je vous assure, a ajouté Claire, comme si elle percevait mon malaise. Sur votre force, votre détermination, comment vous avez commencé votre entreprise de zéro et l'avez transformée en quelque chose de si réussi. C'était inattendu. Avant que je puisse répondre, je me suis souvenu de Delphine et Emmanuel, assis à la table, observant tout avec une curiosité évidente. « Voici Delphine, mon associée et amie », ai-je présenté. « Et voici Emmanuel, son fils. » J'ai vu les yeux d'Olivier s'écarquiller légèrement en regardant Emmanuel. Avait-il reconnu quelque chose de familier dans ce jeune visage? S'était-il rendu compte que ce garçon aurait pu être son fils aussi? S'il l'avait perçu, il n'en a rien montré. Il les a salués tous deux poliment, puis, à ma surprise, a demandé « Vous avez déjà commandé? Cela vous dérangerait si nous nous joignions à vous? Après tant d'années, ce serait bien de discuter un peu. » J'ai regardé Delphine, cherchant son approbation.
Après tout, elle avait plus de raisons que moi de ne pas vouloir de la compagnie d'Olivier. Mais Delphine, toujours surprenante, a haussé les épaules et souri. Pour moi, pas de problème. Et ainsi, ce qui avait commencé comme un dîner d'affaires s'est transformé en quelque chose de complètement inattendu, une rencontre avec le passé que je pensais avoir laissé derrière moi. Les premières minutes ont été étranges, tendues. Nous avons parlé du temps, de Paris, de banalité. Mais après que le vin a été servi et que la nourriture est arrivée, la conversation a commencé à couler de façon plus naturelle. Olivier nous a raconté qu'après avoir tout vendu à Carcassonne et payé une partie des dettes, il avait déménagé à Bordeaux. Là, il avait trouvé un emploi comme gérant d'une boulangerie. Il y avait rencontré Claire, qui était institutrice, et ils s'étaient mariés en 1974. Raphaël était né l'année suivante. Ce furent des années difficiles, a-t-il admis, sans cacher la vérité. Il avait encore beaucoup de dettes à payer. Il travaillait à 2 emplois pour pouvoir honorer ses engagements. Mais une chose que j'ai apprise de mes erreurs, Jeanne, c'est l'importance de l'honnêteté. Je n'ai plus jamais voulu entendre parler de jeu, je n'ai plus jamais voulu vivre d'apparence. Selon lui, le tournant est venu quand le propriétaire de la boulangerie, déjà âgé et sans enfant, a décidé de prendre sa retraite et lui a offert une association. Avec beaucoup de travail et l'aide de Claire, qui gérait les comptes d'une main de fer, ils ont réussi à faire prospérer l'affaire. Aujourd'hui, ils possédaient un réseau de 5 boulangeries en Aquitaine. Rien de comparable à ton empire, bien sûr, a-t-il souri, avec une humilité que l'ancien Olivier n'aurait jamais montrée. Mais suffisant pour bien vivre, donner une bonne éducation à notre fils. Pendant qu'il parlait, j'observais Claire. Il y avait un amour authentique dans ses yeux quand elle regardait Olivier, quand elle regardait Raphaël. Il était évident qu'ils formaient une famille unie, aimante. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, je n'ai pas ressenti de jalousie, pas de chagrin, seulement la paix. La certitude que nous avions tous deux trouvé nos chemins, même si séparés. Quand ce fut mon tour de raconter mon histoire, j'ai été honnête. J'ai parlé des premières années difficiles après notre séparation, de comment j'avais transformé mon talent pour la pâtisserie en une entreprise prospère, des expansions, des conquêtes, des défis. Je n'ai pas mentionné la trahison. Je ne lui ai pas jeté au visage les erreurs du passé. Pourquoi l'aurais-je fait? Le temps avait déjà fait son travail de guérison. À un moment donné, Olivier a regardé Delphine et Emmanuel avec une expression curieuse. J'ai compris qu'il faisait les calculs mentalement. Emmanuel avait 15 ans. Notre séparation datait d'il y a 15 ans. Mais il n'a rien dit. Certains secrets n'ont pas besoin d'être révélés. Certaines questions n'ont pas besoin de réponse. Le dîner s'est terminé tard. Nous avons échangé nos coordonnées, plus par politesse que dans l'intention réelle de rester en contact. En nous disant au revoir, Olivier a tenu ma main un moment plus long que nécessaire. « Jeanne, je n'ai jamais eu l'occasion de te dire ceci correctement, mais je suis désolée pour tout, pour les erreurs, les mensonges, la souffrance que j'ai causée. Tu méritais mieux. » J'ai regardé dans ses yeux, des yeux que j'avais un jour si bien connus, que j'avais un jour tant aimés, et j'y ai vu de la sincérité. J'y ai vu un regret authentique. J'y ai vu aussi de la gratitude, peut-être pour ne pas avoir exposé toute la vérité devant sa nouvelle famille, pour lui avoir permis de garder sa dignité. « Le passé est le passé, Olivier », ai-je répondu avec la sérénité que seules les années peuvent apporter. Chacun de nous a récolté ce qu'il a semé, et il semble qu'en fin de compte, nous ayons tous deux semé de bonnes choses. Dans le taxi, en retournant à l'hôtel, Delphine m'a regardé avec une expression indéchiffrable. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. J'ai réfléchi un moment. Est-ce que j'allais bien? Je venais de dîner avec l'homme qui avait un jour brisé mon cœur en 1000 morceaux, qui m'avait trompé, qui m'avait presque ruiné financièrement. L'homme qui, par inadvertance, m'avait forcé à découvrir une force que je ne savais même pas posséder. « Je suis en paix », ai-je finalement répondu. C'est étrange, n'est-ce pas? Pendant tant d'années, le souvenir d'Olivier était accompagné de douleur, de colère. Mais aujourd'hui, en le regardant, en voyant la vie qu'il a construite, je ne ressens que de la gratitude. De la gratitude? Delphine semblait surprise. Pourquoi? Pour m'avoir libérée, ai-je répondu avec un sourire. Si notre mariage avait continué,
Peut-être n'aurais-je jamais découvert de quoi j'étais capable. Peut-être aurais-je passé toute ma vie à n'être que l'épouse d'Olivier, jamais Jeanne, la femme d'affaires. Parfois, mes chers, ce qui semble être une malédiction se révèle être la plus grande des bénédictions. Emmanuel, qui était resté silencieux pendant toute la conversation, a finalement parlé. « Cet homme, c'était mon père, n'est-ce pas ?» La question nous a prises par surprise, Delphine et moi. Nous n'avions jamais discuté de ce sujet ouvertement avec lui. Delphine lui avait seulement dit que son père avait été un homme qui était passé brièvement dans sa vie, qui n'était pas prêt à être père. Delphine m'a regardé, puis a regardé son fils et a acquiescé. « Oui, mon fils. Olivier est ton père biologique, mais il n'a jamais su pour toi. Et c'est mieux que cela reste ainsi, ai-je ajouté gentiment. Il a construit une nouvelle vie, il a une nouvelle famille, et nous aussi avons construit la nôtre, n'est-ce pas? Parfois, les familles que nous choisissons sont plus fortes que les familles dans lesquelles nous naissons. » Emmanuel est resté silencieux un moment, puis a souri. Ce sourire qui rappelait tant celui d'Olivier dans sa jeunesse. « Tante Jeanne a raison, maman. Nous n'avons pas besoin de lui. Nous avons l'un l'autre. Nous avons notre famille douce mémoire. » J'ai embrassé ce jeune homme qui, à bien des égards, était devenu comme un fils pour moi. La vie a de ses ironies. Moi, qui n'ai jamais pu avoir d'enfant biologique, j'ai fini par adopter le fils qu'Olivier n'a jamais connu. Et nous étions là, une famille non conventionnelle, unie non par le sang, mais par quelque chose de bien plus fort. Le choix, la loyauté, l'amour véritable. L'inauguration de la boutique de Paris, une semaine plus tard, fut un succès retentissant. Des files d'attente se sont formées à la porte. La presse est venue en masse. Nos pâtisseries ont conquis le palais parisien. Mais pour moi, le véritable tournant de ce voyage n'a pas été l'expansion des affaires, mais la clôture d'un chapitre de ma vie qui était encore ouvert. Je n'ai jamais revu Olivier après ce dîner. J'ai appris par des connaissances communes qu'il était décédé en 1996 d'une crise cardiaque soudaine. J'ai envoyé des fleurs pour les funérailles. Un geste de respect, non pour l'homme qu'il avait été dans notre mariage, mais pour l'homme qu'il était devenu après. Un homme qui avait trouvé le courage de recommencer, d'admettre ses erreurs, de construire quelque chose de meilleur. Quand je pense à cette nuit à Paris, à cette rencontre inattendue, je réalise que c'était un cadeau du destin, un cadeau qui m'a permis de faire la paix, non avec Olivier, mais avec moi-même, avec cette jeune Jeanne, qui avait un jour tant souffert, qui avait un jour ressenti tant de colère, tant de ressentiment. Parfois, mes chers, le pardon n'est pas quelque chose que nous offrons aux autres. C'est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. C'est la permission de lâcher prise, d'avancer, sans le poids du passé nous tirant en arrière. Et tout a commencé par un coup de téléphone. Un coup de téléphone auquel je n'aurais jamais dû répondre, selon les règles imposées par Olivier. Un coup de téléphone qui a tout changé, qui m'a montré la vérité, qui m'a libérée. Si je suis ici aujourd'hui à partager mon histoire avec vous, c'est parce que j'ai eu le courage de répondre à ce téléphone, le courage d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle, le courage de dire non à une vie de mensonges et oui à l'inconnu, au recommencement. Et s'il y a une leçon que je veux vous laisser, c'est celle-ci. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour découvrir sa propre force. Et, par-dessus tout, il n'est jamais trop tard pour transformer sa douleur en quelque chose de doux. Quelque chose qui nourrit non seulement votre corps, mais aussi votre âme. Savez-vous ce que c'est que de regarder en arrière sur toute une vie et de ressentir ce mélange de fierté, de gratitude et d'étonnement? C'est ce que je ressens aujourd'hui, à 67 ans, assise sur cette terrasse avec vue sur le jardin que j'ai planté de mes propres mains, tout comme j'ai planté chaque graine de mon entreprise. Le temps passe de façon étrange, n'est-ce pas? Il semble que c'était hier que j'étais dans la cuisine de la maison de mes parents, mélangeant sucre et fruits avec des mains tremblantes d'incertitude. Et soudain, nous sommes en 2025. Et Douce Mémoire est une marque reconnue dans toute la France, avec plus de 40 boutiques réparties dans 15 régions. Beaucoup de gens me demandent quand je vais prendre ma retraite. Je souris et réponds. Prendre ma retraite de quoi? De vivre? Parce que faire des pâtisseries, créer des recettes,
visiter les boutiques, parler avec des clients qui me suivent depuis des décennies. Ce n'est pas un travail pour moi, c'est la vie, c'est un but. Bien sûr, je ne suis plus dans le quotidien comme avant. Après avoir atteint 70 ans, j'ai confié la présidence exécutive de l'entreprise à Emmanuel. Ce garçon timide que j'ai connu à 5 ans est aujourd'hui un homme brillant de 50 ans, avec un MBA de HEC et un talent naturel pour les affaires qu'il n'a certainement pas hérité d'Olivier. Delphine a pris sa retraite il y a 5 ans. Elle habite une belle maison au bord de la mer à Nice, mais elle apparaît encore aux événements importants de l'entreprise. Nous sommes plus qu'amis, nous sommes sœurs que le destin a unies de la manière la plus improbable. Qui aurait dit que l'autre femme deviendrait l'une des personnes les plus importantes de ma vie? La vie a de ses ironies, mes chers, et peut-être que la plus grande d'entre elles est que tout a commencé par un appel téléphonique que je n'aurais jamais dû prendre. Un appel qui a révélé des mensonges, mais qui a aussi ouvert des portes vers des vérités bien plus grandes. En 1990, quand Douce Mémoire a fêté ses 20 ans, j'ai décidé qu'il était temps de documenter notre histoire. Non pour me vanter, mais pour inspirer d'autres femmes qui, comme moi, affrontaient des situations difficiles et ne parvenaient pas à voir un chemin devant elles. J'ai engagé une écrivaine pour m'aider avec mes mémoires. Nous avons passé 6 mois à revisiter chaque moment du voyage, depuis le mariage avec Olivier, les dettes de jeu, la trahison, jusqu'aux premières pâtisseries vendues sur la véranda, la première boutique, l'expansion vers d'autres villes. Quand le livre « Douce Mémoire, comment j'ai transformé l'amertume en sucre » a été publié en 1992, je ne m'attendais pas à ce qu'il cause un tel impact. J'ai reçu des milliers de lettres de femmes de tout le pays. Certaines dans des situations semblables à la mienne, d'autres affrontant des défis complètement différents, mais toutes cherchant la même chose, le courage de recommencer. Une lettre en particulier, je ne l'oublierai jamais. Elle était de Marie-Eugénie, une dame de 62 ans de l'Alsace. Elle a écrit « Madame Jeanne, j'ai lu votre livre à un moment où je pensais que ma vie était terminée. Mon mari de 40 ans est décédé, me laissant seulement des dettes et un petit vignoble qui suffisait à peine pour ma subsistance. Vos mots m'ont donné le courage de transformer ma vigne familiale en une entreprise de vins artisanaux. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, j'ai 5 employés et je fournis les meilleurs restaurants de la région. Merci de m'avoir montré qu'il n'y a pas d'âge pour recommencer. Des lettres comme celle-ci m'ont fait réaliser que mon histoire n'était pas seulement la mienne, c'était un phare pour d'autres femmes perdues dans la tempête. En 1994, j'ai créé la Fondation Nouveau Départ, une organisation sans but lucratif, dédiée à aider les femmes en situation de vulnérabilité à conquérir l'indépendance financière. La Fondation offre des cours professionnels, du microcrédit pour les petites entreprises et du mentorat par des femmes d'affaires accomplies. Nous avons commencé dans le Languedoc, mais aujourd'hui nous avons des unités dans 7 régions. Nous avons déjà aidé plus de 10 000 femmes à transformer leur vie. Des femmes qui, comme moi un jour, avaient juste besoin d'une opportunité, de quelqu'un qui croit en elles. L'une des initiatives dont je suis le plus fier est le programme Jeunes pâtissières, qui identifie des filles talentueuses dans des communautés défavorisées et offre des bourses d'études en gastronomie. Beaucoup de ces jeunes filles travaillent aujourd'hui dans nos boutiques. Certaines sont devenues des chefs renommés, d'autres ont ouvert leurs propres entreprises. Voir l'éclat dans leurs yeux, la confiance qu'elles développent, la fierté quand elles servent leur création. Il n'y a pas d'argent au monde qui puisse payer cette sensation. En 2000, j'ai reçu un hommage que je n'aurais jamais espéré. La mairie de Carcassonne a nommé une place en mon honneur, place Jeanne Dubois, entrepreneuse et bienfaitrice. À l'inauguration, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages qui m'accompagnaient depuis des décennies. D'anciennes employées, des clients fidèles, même des dames qui, au début, refusaient d'acheter mes pâtisseries parce que j'étais une femme séparée. Le temps guérit vraiment tout, n'est-ce pas? C'est cette même année que j'ai décidé de faire quelque chose que j'avais reporté depuis longtemps. Visiter la tombe d'Olivier à Bordeaux. J'y suis allée seule par un matin d'automne. J'ai apporté un petit arrangement de fleurs des champs. Il a toujours aimé la simplicité, malgré ses ambitions grandioses. Devant cette pierre tombale simple, je n'ai pas ressenti de colère, pas de chagrin. J'ai seulement ressenti de la gratitude. De la gratitude pour les bons moments que nous avions partagés, car oui,
il y a eu de bons moments dans notre mariage, de la gratitude pour les leçons difficiles que ces erreurs m'ont enseignées. Et par-dessus tout, de la gratitude pour le chemin que son absence m'a forcé à emprunter. « Merci, Olivier », ai-je murmuré avant de m'éloigner. D'une étrange façon, tu m'as aidé à trouver mon vrai but. En retournant à l'hôtel, je suis passé devant l'une de nos boutiques à Bordeaux. Je suis entré sans m'identifier, juste comme une cliente ordinaire. La jeune vendeuse, qui ne m'a pas reconnue, m'a raconté avec enthousiasme l'histoire derrière le nom « Douce Mémoire ». La fondatrice, Madame Jeanne, a commencé à faire des pâtisseries sur la véranda de sa maison après un divorce difficile. Elle dit que chaque pâtisserie porte un souvenir, pas seulement des recettes traditionnelles, mais aussi de la force qu'elle a découverte en elle-même dans les moments les plus amers. C'est pourquoi le slogan « Transformer les histoires en douce mémoire ». J'ai souri, ému de voir comment notre histoire était devenue partie intégrante de l'identité de la marque. Cette jeune fille n'avait aucune idée qu'elle parlait à Madame Jeanne elle-même, mais elle connaissait mon histoire. Elle comprenait les valeurs qui ont construit notre entreprise. En 2005, à 59 ans, j'ai affronté mon plus grand défi personnel, un diagnostic de cancer du sein. C'était effrayant, bien sûr. Pendant quelques semaines, j'ai pensé que peut-être mon voyage touchait à sa fin. Mais alors je me suis souvenu de toutes les autres batailles que j'avais affrontées, certaines bien plus désespérées que celle-ci, quand j'avais beaucoup moins de ressources, beaucoup moins de soutien. Si j'ai survécu à cet appel téléphonique en 1969, je peux survivre à cela, me suis-je dit. Le traitement a été difficile. Chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. J'ai perdu mes cheveux, j'ai perdu du poids, j'ai perdu de l'énergie, mais je n'ai jamais perdu ma détermination. Emmanuel et Delphine étaient à mes côtés, à chaque consultation, chaque séance de traitement. Et mes employés, mes filles, comme j'aime les appeler, même celles qui ont déjà les cheveux gris, ont organisé une chaîne de prières qui a parcouru toutes nos boutiques. C'est pendant la récupération, quand j'étais encore trop faible pour sortir de la maison, que j'ai eu l'idée de notre ligne Douce Mémoire, des versions miniatures de nos pâtisseries les plus traditionnelles, emballées dans de petites boîtes décorées avec des photos anciennes du Sud pour éveiller des mémoires affectives, disait la campagne. Ce fut un succès instantané, surtout parmi les personnes âgées et les Français du Sud, vivant loin de chez eux. En 2007, libéré du cancer et avec une énergie renouvelée, j'ai décidé qu'il était temps de partager mes connaissances de façon plus large. J'ai lancé le programme de télévision Secret sucré avec Jeanne, diffusé initialement sur une chaîne régionale, puis étendu à tout le pays à travers un réseau national. Le format était simple. Dans chaque épisode, je visitais la maison d'une personne ordinaire et ensemble nous préparions une recette traditionnelle tout en parlant d'histoire de famille, de dépassement de soi, de nouveaux départs. Ce n'était pas seulement une émission culinaire, c'était une émission sur la vie, sur la transformation d'ingrédients simples en quelque chose de spécial, tout comme nous pouvons transformer des expériences difficiles en apprentissages précieux. L'émission a duré 5 saisons et m'a donné l'opportunité de rencontrer des personnes incroyables dans toute la France. Des personnes qui, comme moi, avaient des histoires de chute et de relèvement. Des personnes qui ont transformé la douleur en art, en entreprise, en but. En 2010, Douce Mémoire a fait son pas le plus audacieux, l'internationalisation. Nous avons ouvert notre première boutique hors de France, à Bruxelles, en Belgique. Nous avons choisi la Belgique en raison des racines historiques, de la connexion culturelle, des similitudes dans la tradition pâtissière. C'était un risque calculé, mais qui s'est avéré judicieux. Les Belges sont tombés amoureux de nos pâtisseries françaises, avec des touches régionales du Sud. Aujourd'hui, nous avons des boutiques en Belgique, en Espagne, en Italie et au Japon. Ce dernier, un marché étonnamment réceptif à nos pâtisseries, en particulier les madeleines, que les Japonais considèrent comme une œuvre d'art culinaire. L'expansion internationale a apporté de nouveaux défis, bien sûr, adaptation des recettes, questions logistiques, différences culturelles, mais aussi la satisfaction de voir notre petite histoire du sud de la France conquérir des palais à travers le monde et de penser que tout a commencé sur une véranda à Carcassonne. En 2015, à 69 ans, j'ai décidé qu'il était temps de réduire mon rôle exécutif dans l'entreprise.
Je continuerai comme présidente du conseil, mais l'opération quotidienne resterait entre les mains d'Emmanuel et de l'équipe de directeurs que nous avons formée au fil des années, dont beaucoup étaient des employés qui avaient commencé comme vendeuses ou aides de cuisine et qui avaient grandi avec l'entreprise. Lors de la cérémonie de transition, j'ai remis à Emmanuel une copie encadrée du premier cahier de recettes que j'ai utilisé quand j'ai commencé l'entreprise. Il était jauni, taché de sucre et de graisse, avec des annotations dans les marges faites de mon écriture pressée. Pour moi, ce cahier valait plus que n'importe quel trophée de femme d'affaires de l'année. Voici le vrai cœur de l'entreprise, lui ai-je dit. Ce ne sont pas les contrats, ce ne sont pas les chiffres, ce sont les recettes, les histoires, le soin de chaque détail, le souci de faire en sorte que chaque client se sente spécial. Ne perds jamais cela de vue. Emmanuel a compris. Il a grandi en voyant l'entreprise se développer, il a absorbé nos valeurs, notre culture. Sous sa direction, Douce Mémoire a continué à croître, mais sans perdre l'essence qui nous a amenés jusqu'ici. Aujourd'hui, à 77 ans, je partage mon temps entre des visites occasionnelles aux boutiques, des conférences pour jeunes entrepreneuses, le travail à la fondation et, bien sûr, des moments de repos, quelque chose que j'ai dû apprendre à valoriser avec le temps. Parfois, quand je suis dans la cuisine de ma maison en train d'expérimenter une nouvelle recette, je me souviens de cette jeune Jeanne de 32 ans, effrayée et seule, ne sachant pas ce que l'avenir lui réservait. Si je pouvais remonter le temps et lui dire quelque chose, ce serait « N'aie pas peur. La douleur que tu ressens maintenant se transformera en ta plus grande force. Les larmes d'aujourd'hui adouciront les fruits de demain. » C'est ce que j'essaie de transmettre à chaque femme qui me cherche après une conférence, à chaque lettre que je réponds, à chaque interview que je donne. Que nos histoires, aussi amères qu'elles puissent paraître à certains moments, peuvent être transformées en quelque chose de doux, quelque chose qui nourrit non seulement nous-mêmes, mais tous ceux qui nous entourent. Et tout a commencé par un coup de téléphone. Un coup de téléphone auquel je n'aurais jamais dû répondre, selon les règles imposées par mon ex-mari. Un coup de téléphone qui a révélé des mensonges, mais qui m'a libérée pour vivre ma vérité. S'il y a une leçon que j'aimerais vous laisser, mes chers, c'est celle-ci. Parfois, la plus grande bénédiction vient déguisée en tragédie. Parfois, ce qui semble être la fin n'est que le commencement de quelque chose de bien plus grand, de bien plus significatif. Et parfois, tout ce dont nous avons besoin pour changer le cours de notre histoire est le courage de répondre à l'appel, que ce soit un appel téléphonique, une opportunité, un défi. La vie m'a appris que nous sommes bien plus forts que nous l'imaginons, que nous pouvons tomber, oui, mais aussi nous relever, que nous pouvons transformer notre douleur en but, notre amertume en douceur, nos cicatrices en étoiles qui illuminent le chemin des autres. C'est l'histoire de Jeanne Dubois, la petite fille qui rêvait d'être seulement une bonne épouse et qui a fini par construire un empire. La femme qui a répondu à un appel téléphonique interdit et qui a découvert sa propre voix. La pâtissière qui a transformé les larmes en sucre et créé la saveur la plus douce de toutes, celle de la liberté, de la découverte de soi, de la vie pleinement vécue selon ses propres conditions. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu d'espoir. Et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour répondre à l'appel de votre propre vie, pour découvrir la force qui a toujours été en vous, attendant simplement le bon moment pour fleurir.